Oui, nous allons parler de médecine et de philosophie. Je ne ferai que rappeler certains éléments pour nous permettre de débattre ensuite. En 1936, Georges Canguilhem, qui enseigne alors la philosophie à Toulouse, entreprend des études de médecine qu'il va terminer en 1943 avec une thèse en médecine que nous connaissons et qui s'appelle Le normal et le pathologique. Il avait demandé sa mise en congé de l'éducation nationale en 1940 en estimant qu'il n'avait pas passé l'agrégation pour enseigner travail, famille, patrie et s'était engagé dans la résistance aux côtés de Cavaillés. Et Canguilhem, c'est bien connu, et donc cette figure singulière de penseur qui s'occupe des problèmes de normes, de milieu, de réflexes, d'organismes, en même temps qu'il fait des études médicales et qu'il participe aux réunions clandestines. Et comme nous le rappelle Camille Limoges dans son introduction au tome 4 des œuvres complètes, Canguilhem dira rétrospectivement qu'il avait trouvé dans l'enseignement de la médecine une représentation, une pratique de la biologie et de la médecine qui l'a réellement transformé. C'était évoqué ce matin par Jean-François Bronstein. Donc, de cette expérience transformatrice qui était la médecine, Canguilhem entendait une introduction à des problèmes humains concrets, selon les premières pages de sa thèse de 1943, et il visait par là à intégrer à la philosophie quelques-unes des méthodes et des acquisitions de la médecine. C'est donc de cela qui sera question cet après-midi. Et je passerai rapidement la parole à Claude Desbrues, professeur de philosophie des sciences à l'École normale supérieure. Il avait notamment co-dirigé en 2008 chez Vran un ouvrage collectif intitulé Philosophie et médecine en hommage à Georges Canguilhem. Je vous dois quelques excuses parce que je n'avais pas réellement compris, et c'est peut-être pas tout à fait clair quel devait être mon rôle aujourd'hui. Et donc, je suis un petit peu forcé à l'improvisation sur un sujet qui, malheureusement, ne le supporte guère. Alors, entre médecine et philosophie, je pense qu'il faut replacer la figure de Canguilhem dans une très longue histoire de relations très intriquées entre médecine et philosophie, depuis l'Antiquité, des interactions extrêmement multiples, diverses. Un de mes collègues, ami Luis Montiel, de la faculté de médecine de Madrid, a consacré un livre qui a été publié chez Hermann en traduction à des questions qui touchent les relations entre médecine et philosophie à la fin du 19e et au début à la fin du 18e et au début du 19e siècle entre la France et l'Allemagne. Et je vous le recommande beaucoup. En tout cas, il y a là un énorme sujet de réflexions diverses. Et Canguilhem 1943, comme cela vient d'être rappelé, c'est certainement un des moments historiques les plus forts de cette relation très ancienne entre médecine et philosophie. C'est un moment extrêmement important. Le volume 2 des œuvres complètes qui contient ce texte et d'autres, comme la connaissance de la vie et le concept de réflexe, n'est malheureusement pas encore disponible. Je le regrette vivement pour ma part, mais finalement, il trouvera bien un jour le jour, si je puis dire. Alors, je pourrais simplement ajouter que la consultation, et beaucoup d'entre vous ici le savent, qui sont régulièrement en train de lire les archives Canguilhem au CAFES. La consultation des manuscrits de Georges Canguilhem, en particulier de ceux qui ont trait à ses cours pendant la guerre, est une révélation pour tous ceux qui ont pu en prendre connaissance. Parce que, je dirais, il y a tout un arrière-plan et toute une richesse de réflexion autour de thèmes comme la valeur, la normativité, etc., etc., la médecine, la psychiatrie, qui sont proprement stupéfiantes et qui constituent véritablement l'arrière-plan du normal et du pathologique. Donc voilà ce qui pourrait être mis à jour à l'occasion, en partie parce que ces textes ne doivent pas être publiés, on n'a pas le droit de les publier, malheureusement. Je le regrette beaucoup et j'en avais parlé avec Bernard Canguilhem à Strasbourg qui m'avait répondu par une fin de non-recevoir.
puisque la volonté expresse de Canguilhem et de sa famille était que ces textes-là ne soient jamais publiés. Or, je pense que c'est fondamentalement une erreur. Je me permets de le dire en public. En tout cas, on peut toujours les exploiter, les citer très largement. Donc, il y a là une mine extraordinaire de réflexions diverses. Alors, je voudrais insister sur quelque chose qui est parfois contesté par certains, à savoir le rôle de la psychiatrie dans l'élaboration des concepts canguilhémiens et en particulier du concept de normativité biologique et d'un modèle particulier de normativité biologique. Je pense qu'on a déjà parlé ce matin de ce concept de normativité. Et il y a une coïncidence dans le calendrier qui fait que je viens de sortir un livre précisément sur les divers aspects de la normativité humaine. Et le problème des normes étant évidemment un problème très complexe dans nos sociétés où on se plaint de l'excès de normes. Donc c'est un sujet très chaud. Dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'institutions, on en parle beaucoup. Donc le contexte psychiatrique de l'invention du concept de normativité qui consiste à mettre en avant, et là on est vraiment au cœur de la relation entre médecine et philosophie, qui consiste à mettre en avant certaines pratiques thérapeutiques de la psychiatrie, comme l'électrochoc qui venait d'être découvert et en tout cas commencé à être utilisé en France, pour montrer qu'un cerveau malade peut se reconfigurer dans un état qui n'est certainement pas identique à l'état antérieur, ni à l'état sain d'ailleurs, qui est un nouvel état et qui est un état dans lequel l'organisme conserve ou retrouve une certaine normativité, c'est-à-dire une certaine capacité de fonctionner selon des normes qui sont des normes nouvelles. Alors donc, le malade conserve ou retrouve une certaine normativité. Bon, il y a bien d'autres exemples dans des domaines peut-être plus classiques, dirais-je, comme l'endocrinologie, le diabète, etc., etc. Mais c'est un concept central, philosophique, que Canguilhem met au jour dans ce contexte-là. Et ce faisant, je crois que son geste est le suivant. Il interprète un certain nombre de données de pratiques médicales dans un sens philosophique pour en extraire un concept général qui, par la suite, et c'est ça le point le plus important à mes yeux, par la suite pourra être réintroduit et réappliqué dans la médecine, et en particulier dans la médecine contemporaine. Aujourd'hui, ce point me paraît absolument capital, cette espèce de pratique réflexive qui fait que la philosophie peut rendre à la médecine ce qu'elle lui a emprunté est quelque chose de tout à fait central dans les relations entre médecine et philosophie. Alors, ce contexte psychiatrique aujourd'hui est plus actuel que jamais. Je pense à divers types de maladies, les maladies neurodégénératives en particulier. Il y a eu récemment soutenu à Paris 7 la thèse d'Anne-Lise Chabert, qui est une personne elle-même frappée de maladies neurodégénératives et qui a fait un effort considérable pour dégager une sorte de philosophie du handicap. Et on voit bien que le handicapé est porteur encore d'une certaine normativité et qu'il convient pour le milieu qui l'entoure de conforter, d'encourager et de nourrir cette normativité de l'individu dans le groupe. Parce qu'évidemment, cela ne va pas sans le groupe. Je prends l'exemple d'un malade de la maladie de Charcot dans un village du Vaucluse. C'est allé assez vite. Mais je dois dire que, là encore, l'interaction entre l'individu et le milieu qui l'entoure est absolument cruciale pour maintenir la capacité vitale à un certain niveau de ces patients. Alors, en découvrant
ce matin que dans le Monde d'hier, il y avait une grande page sur Foucault à Münsterlingen. Foucault à Münsterlingen, c'est un exemple qui évidemment a trait à la psychiatrie. Je fais référence à l'ouvrage sur Foucault à Münsterlingen qui vient d'être publié par un Français, dont M. Berg, je crois, et Elisabeth Tabasso. C'est un très bel ouvrage, je vous le recommande. Mais ça concerne Michel Foucault. Et Foucault à Münsterlingen, c'est assez intéressant parce que maladie mentale et psychologie, on en a déjà parlé dans d'autres contextes, est un ouvrage qui n'est certainement pas un ouvrage d'esprit très canguilhémien. Non. Parce que ce que reproche Foucault à Canguilhem, c'est précisément d'avoir étendu à la situation pathologique le concept de normativité, d'avoir transféré dans la philosophie du pathologique des traits de la philosophie du normal. Voilà. C'est un petit peu ce que reproche très discrètement Foucault à Canguilhem. Et lui, Foucault, essaie de substituer à ces concepts des problèmes de personnalité ou de changement de personnalité chez le malade psychiatrique. Alors, bon, tout ça, aujourd'hui, je dirais, c'est un petit peu dépassé, il faut le dire. C'est un petit peu dépassé. La psychiatrie est beaucoup plus dure. La perception du malade psychiatrique est beaucoup plus dure. Cela dit, il est clair que du point de vue de la description phénoménologique, de la description clinique, certaines observations de Foucault, mais qui reprend bien d'autres auteurs comme Minkowski, par exemple, sur les schizophrénies, sont tout à fait valides. Ces patients ont un futur, une idée du futur, une perception de leur futur, une perception du futur en général qui est complètement perturbée. Et cela résulte sans doute de désordres dont Michel Foucault ne pouvait absolument pas avoir l'idée, qui sont des désordres véritablement cérébraux. Ce sont des lésions, ce sont des malades cérébraux lésés qui ont ces troubles dans la représentation du futur, aussi bien que du passé d'ailleurs, puisque les deux sont finalement extrêmement liés. Alors, tout ceci montre tout de même la grande utilité du concept de normativité entre philosophie et médecine. Il a bien d'autres sources, bien d'autres domaines d'application, en sociologie, en logique, que sais-je. Husserl, il faut quand même le souligner, est un des auteurs qui ont, dans ses conférences à Vienne de 1935 ou 1936, avec beaucoup de courage contre les nazis, souligné que la science était un phénomène de normativité humaine ouverte. Alors, je ne vais pas en dire plus. Je vous prie de m'excuser de cette improvisation. Simplement, je crois que Canguilhem nous a livré, avec son ouvrage de 1943, un des ouvrages les plus importants de la philosophie française au XXe siècle et de la philosophie dite médicale en général à travers toute l'histoire. Voilà, je vous remercie et je passe la parole au modérateur. Alors je cède la parole tout de suite à Céline Lefebvre, qui est donc directrice du Centre Georges Canguilhem et maître de conférence en philosophie de médecine à l'Université Paris Diderot. Merci. Merci beaucoup, Giuseppe, de nous avoir tous réunis aujourd'hui à la faveur de l'édition du tome 4, mais aussi de ton travail ici. Alors, je ne veux pas continuer la séance sur un mode déceptif, mais j'ai néanmoins arbitré entre les traces du métier et médecine et philosophie. J'ai décidé plutôt de prendre au sérieux les traces du métier et justement la publication du tome 4 des œuvres complètes. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et je suis toute prête à continuer ou à initier des échanges avec vous sur les liens entre médecine et philosophie et en particulier effectivement sur l'existence d'une éthique de la relation médecin-malade en médecine et plus encore d'une pensée de l'éthique de la médecine chez Canguilhem, qui effectivement n'était, comme l'a dit Jean-François Bonstein, pas du tout un philosophe de la bioéthique, ni même un philosophe du soin, mais qui a pensé la médecine comme éthique, précisément en orientant la médecine, en montrant que la médecine était
orienté vers la libération du patient des normes imposées tant par la maladie que par la médecine, orienté vers l'affirmation, l'institution de ses propres normes, de sa normativité propre, en vue, cette libération, de l'exercice, dit-il, de la liberté relative des choix du sujet, et en vue aussi de l'insertion de l'action du sujet dans le monde pour répondre aux exigences de ce monde. Donc si vous voulez, on y reviendra et on verra aussi que effectivement, non seulement il pense la médecine comme éthique, mais il pense la médecine comme relation éthique spécifique. Relation éthique spécifique parce qu'elle s'appuie sur l'observation, la compréhension et le soutien de la normativité du sujet malade, tout en prenant toujours en compte les normes sociales, économiques et politiques qui façonnent ou qui pèsent sur cette normativité propre. Donc, voilà, on y reviendra, je pense, et je l'espère. Alors donc, j'ai voulu prendre au sérieux cette idée de trace du métier, et notamment du métier, sans vouloir empiéter sur la table ronde qui va suivre, trace du métier de professeur de philosophie, en me plongeant donc dans le recueil qu'il a édité en 1952, Besoins et tendances, et dans la collection qu'il a lui-même fondée par cette première publication, ce premier volume, Textes et documents chez Hachette, dont j'ai apporté là l'édition originale parce j'y tiens. Donc l'intérêt que Canguilhem accorde à la forme du recueil de textes choisis permet de mieux comprendre, me semble-t-il, sa conception de l'enseignement de la philosophie. Comme il l'écrit dans la présentation qu'il donne de la collection, le professeur de philosophie doit revenir à certains classiques, et c'est aussi cela qui m'intéressait à l'occasion d'une autre parution, celle des classiques du soin, cette idée d'enseigner la philosophie à partir de classiques. Il dit qu'il faut que le professeur de philosophie, je le cite, soit contemporain des problèmes qui se sont posés à tous les philosophes. Aussi, n'ouvre-t-il pas ce recueil, mais le clôt-il par le mythe de Protagoras. Donc, des classiques qui nous permettent d'être contemporains des problèmes qui se sont posés à tous les philosophes. Et ce qui est donc intéressant, c'est qu'il explicite les critères de sélection de ces thèses. Il veut faire profiter l'élève ou l'étudiant de philosophie de textes qu'il choisit pour deux critères qui ne nous étonneront pas. Le premier, c'est leur beauté. Il dit « Nous tâcherons de rendre manifeste dans nos choix notre goût commun pour des morceaux choisis qui soient plutôt des objets de saveur que des comprimés chimiques. » Déjà, la qualité l'emporte sur la quantité ou la mesure objective. Et le deuxième critère, c'est de panacher justement ces beaux textes philosophiques ou ces beaux textes littéraires avec des documents scientifiques. Il lui importe de sélectionner des textes qui ont valeur de documents scientifiques. Il dit « En matière de sciences et de techniques, nos choix partiront du présent pour aller chercher dans le passé, aussi haut qu'il conviendra, la préparation ou l'anticipation de ce présent. » Les textes scientifiques de ce volume sont la plupart du temps des textes de physiologie. Ce sont de véritables boîtes de Pandore qui laissent apparaître les figures et les débats scientifiques contemporains de Canguilhem. Donc Camille Limoges a éclairé de manière foisonnante la richesse et la complexité. Une autre raison de l'intérêt de Canguilhem pour ces morceaux choisis, c'est qu'en bon professeur, il veut inciter le lecteur à tisser entre ces textes des liens, je le cite, qui sont imprévisibles. Je crois que ça, c'est quelque chose aussi qui est très important pour lui. Il dit qu'il a un souci de réserve et de discrétion. Le terme de discrétion a été tout à l'heure employé pour qualifier son éthique. Effectivement, son enseignement est un enseignement discret de tout un tas de notions, dont celui d'ailleurs d'éthique. Ce qui intéresse Canguilhem, donc, c'est de garantir la liberté et la créativité du lecteur, de stimuler cette créativité. Mais bien entendu, j'en arrive au fait, le plus important quand on relit ce recueil, c'est de regarder quels textes sont sélectionnés.
D'une part, la sélection met en valeur donc ces statuts, ces classiques. D'autre part, l'originalité d'autres textes pour leur rendre, dit Canguilhem, comme les tableaux dans un musée, un éclat singulier. Éclat singulier est son terme. Mais aussi, d'autre part, l'organisation par problème et l'ordre d'exposition voulu par Canguilhem place ces textes dans une progression qui, évidemment, ne peut pas manquer chez le lecteur d'interpréter cette progression comme un sens philosophique, au moins une orientation philosophique. Donc en fait, je vais faire quelques remarques sur le choix, l'organisation et l'ordre de ces textes, afin de tenter d'en dégager le sens. Voilà, c'est des hypothèses interprétatives. En dégager le sens, bien entendu, au regard de la philosophie biologique de Canguilhem. Il me semble en effet qu'on peut légitimement regarder ce recueil pédagogique comme une trace de son métier, comme un soin qu'il prend d'associer les pierres angulaires qui ont jalonné son cheminement intellectuel, mais aussi comme un ensemble de concepts qui ont compté dans l'élaboration et de sa philosophie des valeurs et de sa philosophie biologique. Les deux, on ne va pas arrêter de le répéter, étant évidemment complètement intriqués. Alors je ne crois pas donc forcer sa pensée en voyant plusieurs thèses ressortir de cette lecture ordonnée qu'il nous offre. La première, cette thèse, elle a déjà été évoquée ce matin, mais elle est fondatrice. Le besoin vital exprime la régulation des échanges du vivant avec le milieu. Le besoin vital, ça va être l'objet de l'ensemble du recueil, mais plus particulièrement dans sa dimension biologique de la première partie du recueil. Donc le besoin vital exprime l'activité polarisée du vivant, son expérience, comme l'a souligné Camille Limoges, de valeur négative. Ce qui est une autre façon de dire que le vivant structure et même crée son milieu en fonction de ses valeurs. Les textes de physiologie choisis par Canguilhem, qui mettent en avant tous, du début à la fin du recueil, la régulation du milieu intérieur et du milieu extérieur, enfin la régulation entre ces deux milieux, tous démontrent que l'activité de valorisation est inhérente à la vie. Et cela, encore une fois, dans les deux parties, aussi bien la partie qui touche plus spécifiquement au besoin vital étudié par les physiologistes que la partie qui va étudier les tendances humaines. Il s'agit donc de montrer que l'activité de valorisation est inhérente à la vie et pas spécifique à la vie humaine. Et vraiment, le sens profond, c'est de battre en brèche tout mécanisme, toute séparation fait-valeur, en montrant que les comportements biologiques sont orientés par des qualités et par des fins. Aussi, le texte de Canon, La sagesse du corps, qu'il choisit et qu'il place dans une position première dans son recueil, ce texte de Canon montre à propos de la faim que le soulagement et le plaisir s'entremêlent, loin d'être séparables. Les textes du physiologiste catalan Touraud montrent que la nature même des objets recherchés comme aliments par le vivant, ainsi que la mesure d'une ration alimentaire, aussi par tout vivant, sont déterminés par une valeur nutritive que le vivant pose lui-même. Touraud ouvre aussi, à partir de ses réflexions physiologiques, donc en fait sur la qualité d'aliments, il ouvre aussi la question de l'articulation entre normes vitales et normes sociales, en se demandant, d'où le choix à mon avis de ce texte par Canguilhem, comment la faim varie en fonction de l'âge, du climat, des professions. Ensuite, Canguilhem enchaîne avec une mise en avant de la régulation grâce au texte sur le sommeil, cette fois, de Bichat, de Charles Kaiser et de Claparède. Tous trois, ne raplatissons pas les uns sur les autres, mais tous trois montrent que le sommeil est la condition de possibilité de l'activité consciente et en particulier du travail. Je reviendrai sur cette notion de travail qui conclura mon propos. Ensuite, un extrait de Louis Bounour récuse la réduction de l'instinct maternel à ses conditions physico-chimiques. Canguilhem choisit un texte qui met en avant l'apparition du comportement d'instinct maternel, par exemple chez le rat, par la seule présence des petits. Encore une fois, on a parlé d'anti-réductionnisme ce matin. L'instinct maternel est un comportement qui ne peut pas se réduire à une explication de type physico-chimique.
Et c'est à l'extrait de Bounour que Canguilhem place sous l'intitulé « Le besoin, catégorie de la pensée physiologique » qu'il revient d'être le plus clair. Toute fonction vitale, écrit Bounour, implique une direction, une tendance, vers quelque chose qui, par cela même, est qualifié par l'être vivant comme utile et désirable pour sa vie. Le besoin n'est alors que la tendance à une régulation déterminée entre milieu intérieur et milieu extérieur. Une autre thèse est indiquée par le titre même de Besoin et tendance, comprendre les tendances humaines que Canguilhem examine précisément, par exemple le désir amoureux ou la sociabilité. Comprendre les tendances humaines exige d'en revenir à l'analyse scientifique du besoin vital, c'est-à-dire à une analyse délivrée des importations anthropomorphiques ou idéologiques que la philosophie, la sociologie ou tout autre discours donc importent en biologie. Pour comprendre les tendances humaines, il faut comprendre scientifiquement le besoin vital en débarrassant la biologie de ces. On a parlé ce matin des importations idéologiques ou anthropomorphiques. Pour Canguilhem, il ne peut pas y avoir de compréhension des tendances humaines sans une compréhension préalable de la vitalité du besoin, c'est-à-dire tout simplement, pour y revenir encore une fois, de la normativité du vivant. Cependant, le titre « Besoin et tendance », le « et » de « besoin et tendance », indique aussi que la tendance n'est pas le besoin. La tendance implique, et je pense que c'est un des sens de la réflexion de Canguilhem, la tendance implique à minima un questionnement du sujet sur la fin et les objets propres de cette tendance. Et de fait, un questionnement sur la fin, les objets et les valeurs des tendances qui sont plurielles dans la vie humaine. Et si on se questionne sur la fin, les objets, les valeurs et les tendances qui nous habitent et qui souvent se contredisent, eh bien, il faut alors se questionner sur la façon d'agencer et de éventuellement hiérarchiser ces tendances. Alors cette dernière thèse transparaît de l'organisation même du recueil en 3 parties. La première, donc, elle est consacrée aux besoins étudiés par le biologiste, faim et soif, sommeil et génération, sommeil, génération, et ensuite le fait de faire société, quatre besoins. La deuxième partie est cruciale, elle a fonction de pivot, elle a pour objectif de définir ce qu'il y a d'humain dans l'expression du besoin. À l'intérieur de cette deuxième partie, 4 sous-sections. La première, absolument fondamentale, porte et s'intitule « L'expression sociale et culturelle du besoin chez l'homme ». Elle est illustrée, je ne m'attarde pas à tous les textes, mais vous allez en voir justement la saveur. Elle est illustrée d'abord, cette idée d'expression sociale et culturelle du besoin chez l'homme, par le choix d'un texte de Brillat-Savarin, qui expose la différence entre plaisir de manger et plaisir de la table. Et ensuite, cette section se poursuit par 2 textes de Vidal de la Blache et de Maximilien Sor, qu'on avait déjà pu lire dans le Normal et pathologique, sur la construction culturelle du régime alimentaire. La deuxième sous-section est consacrée à l'expérience du besoin aux limites de la résistance humaine. Ici, l'ensemble des textes présentés indique que l'expérience du besoin vital, celui qui soumet le sujet au risque de mourir, la soif dans le désert, décrite par Saint-Exupéry et Thomas-Édouard Laurence, la faim en camp de concentration, décrite par Marc Klein, qu'on a évoqué ce matin. Cette expérience du besoin vital aux limites de la résistance de l'homme est l'une des expériences la plus extrême qui font prendre conscience au sujet du besoin vital et de la vie pure comme telle. Cette expérience amène le sujet, je pense que là, c'est ce que veut nous enseigner Canguilhem, cette expérience amène le sujet à une prise de position réfléchie et personnelle, probablement qui ne peut être ni anticipée, et en tout cas absolument qui ne peut être déléguée à personne d'autre, une position réfléchie et personnelle sur la valeur de sa vie. Cette position personnelle peut conduire le sujet soit à mobiliser ce qui lui reste de force pour remplir ses besoins vitaux, c'est l'expérience du camp de concentration, soit à décider de sa mort. Cette dernière décision, celle de mourir, peut
relevé du refus de réduire son existence à la vie pure et simple. Ces textes donc montrent ici que la satisfaction du besoin vital chez le sujet humain relève d'un choix, non, j'ai dit tout à l'heure d'un questionnement puis d'un choix qui, dans de telles épreuves, engage sa liberté. À ce sujet, un fil court à l'intérieur du recueil entre ces textes de la première partie, sur ces expériences extrêmes, et celui de Goldstein qui est à la fin, qui dit « La vie pure et simple joue certes un rôle important dans la réalisation de l'organisme normal, mais non pas le rôle essentiel dans certaines situations extrêmes. Il se peut même qu'il soit requis, conformément à une certaine essence, de sacrifier la vie, c'est-à-dire l'existence matérielle momentanée, pour sauver le côté essentiel de l'organisme. » Fin de citation. La troisième section de cette deuxième partie est consacrée au sommeil, oubli et refus des besoins et des tensions. C'est le titre de la section. Canguilhem y montre que le besoin vital de dormir, enfin Canguilhem, avec les auteurs que je vais citer, il montre que le besoin vital de dormir est lié à la fonction toujours de régulation des excitations et des exigences de la pensée et de l'action qui nous viennent du milieu extérieur. Pour récupérer et de nouveau agir le lendemain, nous avons besoin de nous détacher des autres et du monde et de rentrer en nous-mêmes. Mais ce besoin prend immédiatement pour l'homme un sens moral. Besoin vital et besoin moral sont indissociables. Comme Canguilhem le met en avant dans un texte d'Alain tiré de Les idées et les âges, le besoin de dormir est immédiatement aussi besoin, je paraphrase Alain, besoin de se pardonner et de pardonner aux autres, d'être veillé et gardé plutôt que de veiller et garder autrui. La quatrième et dernière section de cette deuxième partie porte sur l'analyse philosophique de la tendance et du désir. L'itinéraire tracé ici par les textes sélectionnés par Canguilhem souligne la négativité propre au désir humain, en particulier au désir amoureux, de l'indétermination de l'objet évoqué dans un texte surprenant de Jean Noguet. Je ne m'attendais pas à voir un texte de Jean Noguet, de Proust, évoqué à travers évidemment un commentaire d'Hippolyte de Hegel et un texte de Sartre. Par conséquent, si l'on revient, et j'arrive à ma dernière partie, si l'on revient au sens général que peut prendre le recueil, enfin que j'essaye de lui donner, son organisation en trois parties, avec cette partie pivot sur l'expression humaine, sociale, culturelle et morale des besoins vitaux, cette organisation en trois parties montre que les tendances humaines ne se comprennent qu'en prolongement des besoins vitaux. Encore faut-il de nouveau connaître scientifiquement ces besoins vitaux et admettre par exemple que l'instinct de conservation ou l'égoïsme ne sont pas des besoins vitaux. Donc, il y a des textes là extrêmement clairs, notamment celui de Pradine, qui dit que l'égoïsme n'est pas un besoin vital. Donc les tendances humaines ne se comprennent qu'en prolongement des besoins vitaux, mais aussi, il faut comprendre que ces tendances impliquent un questionnement sur les valeurs que l'homme va leur donner, tant dans sa vie psychique que dans sa vie morale et politique. L'objet donc de la troisième et dernière partie, qui est aussi la mienne, l'objet de la troisième et dernière partie du recueil est donc de se demander comment régler les conflits entre les tendances. Cette dernière partie est intitulée « Problèmes de fondement et de classification ». Elle a pour objectif de montrer que l'analyse philosophique des tendances humaines consiste, je cite Canguilhem, à décrire leur variété et donc leur rivalité. Il a fait un petit chapeau pour expliquer le propos de cette troisième et dernière partie. Décrire donc leur variété et leur rivalité. Je le cite à nouveau, interroger leur unité réelle ou possible et rechercher le fondement de cette unité. Est-ce que c'est une réduction généalogique ou est-ce que c'est une organisation hiérarchique ? Ainsi, la dernière partie du recueil reprend-elle l'analyse de chacun des besoins décrits tout à l'heure du point de vue du biologiste, mais en interrogeant cette fois son rôle dans la vie sociale et politique, et en examinant l'opposition et ou l'agencement possible avec un ou d'autres besoins. Ouais, tu me fais signe ou non ? Je croyais que tu me faisais signe. Alors, donc des binômes de tendances, des oppositions de tendances. Faim ou sommeil, se demande Canguilhem. Avec Rabelais et avec Alain. Avec Rabelais, la cité naît-elle de la faim et de l'agriculture ? Ou bien avec Alain, la cité naît-elle encore du sommeil
et de la nécessité de protéger les hommes endormis non seulement des attaques des animaux mais de leurs congénères grâce à l'armée, et de les protéger aussi de la peur des morts et des revenants grâce à la religion. Fin au sommeil. Instinct de conservation ou bien volonté de puissance. Ici, Canguilhem convoque Nietzsche, mais justement pour montrer, encore une fois, que l'instinct de conservation n'est pas un besoin vital. Et il convoque aussi pour le faire, évidemment, un des textes très connus de Goldstein sur le fait que la conservation est une norme de vie pathologique. Troisième question, instinct sexuel, point d'interrogation. L'instinct sexuel est-il au fondement de nos vies humaines, de notre vie psychique, de notre vie morale et de notre vie politique? Instinct sexuel, point d'interrogation, sous-entendu ici grâce à la convocation de Freud versus les tendances du moi et le principe de réalité, où Canguilhem choisit un texte de Freud qui explique que le principe, qui explique comment s'articule le principe de plaisir et le principe de réalité, et montre aussi que le principe de réalité est un principe de plaisir aussi, qu'il y a un plaisir à se confronter à la réalité. Pourquoi, de nouveau, dans un sens canguilhémien, pour y agir. Le principe de réalité, psychiquement, nous permet de réguler les échanges, les excitations, les sensations, les émotions entre le milieu intérieur et le milieu extérieur pour pouvoir y agir. Et donc, ce que montre ce texte de Freud, c'est que le principe de réalité n'est pas si antagoniste que ça avec le principe de plaisir, que le plaisir nous vient aussi du fait que nous pouvons nous rapporter de manière régulée et active en y insérant notre action à la réalité. Dernier binôme, dernier conflit, égoïsme ou altruisme. Comte ici est sollicité pour illustrer l'articulation entre les tendances à la personnalité et à la sociabilité, et pour illustrer l'idée d'une progression hiérarchique des affects, depuis les tendances propres à la personnalité, l'orgueil et la vanité, jusqu'à celles les plus achevées de la sociabilité, l'amour universel. La fin du recueil, dans la section toute dernière, j'arrive à ma conclusion, besoin, valeurs, techniques. La fin du recueil est donc consacrée, notamment avec 2 textes de Marx, à la question du travail. Je fais une aparté personnelle. Évidemment, en relisant cela, je me disais, je vais bien trouver dans Besoin, valeurs, techniques, un texte sur la médecine, sur le besoin d'être soigné, sur le soin comme réponse au besoin d'être soigné. Pas un mot de la médecine, même au chapitre de la technique, dans cette section Besoin, valeurs, techniques. Non, la réflexion de Canguilhem s'oriente vers le travail et dans un but qui est extrêmement clair et qui est extrêmement actuel. Donc une orientation de la section vers les questions du travail qui font écho à un premier texte déjà présent dans la deuxième partie du recueil d'Alphax. Alphax, en fait, Canguilhem choisit un texte de Maurice Alphax sur la fonction sociale et non vitale du repas familial chez les ouvriers. Ce que montre le texte d'Alphax sur la fonction sociale et donc familiale du repas chez les ouvriers, c'est que la société industrielle risque de faire de l'ouvrier un consommateur, je cite Alphax, dans un magasin d'alimentation rationalisé d'un certain nombre d'unités d'énergie. Donc, pour Canguilhem, il s'agit, à travers cette lecture, de distinguer le fait, encore une fois, de se nourrir et de prendre ensemble un repas. Et prendre ensemble un repas, c'est rompre avec le rythme imposé par l'usine, par l'industrie et par la société. Si les besoins vitaux, se reposer, s'alimenter, se vêtir, se loger et se chauffer, doivent être satisfaits sans doute pour que l'ouvrier retourne au travail, le risque est de faire de ces conditions de travail les fins mêmes du travail et d'oublier, je cite de nouveau Alphax, que l'ouvrier travaille en vue de se nourrir et non qu'il se nourrit en vue de travailler. Un autre texte d'Alphax, donc à la fin du recueil, revient sur cette problématique. Ce texte montre que l'industrialisation risque d'entraîner la réduction à des besoins supposés vitaux des pratiques sociales et culturelles, comme le repas, qui font l'humanité. On nous fera passer
pour des besoins vitaux et absolument essentiels et primordiaux, ce qui constitue des pratiques sociales, culturelles, avec des sens qui sont historiquement construits et qui font l'humanité. Ainsi, l'ouvrage se clôt-il sur la mise en lumière d'un risque double. Premièrement, la technique définie par Leroi-Gourhan dans un des derniers textes, la technique définie par Leroi-Gourhan comme tendance, je cite Leroi-Gourhan, comme mouvement dans le milieu intérieur d'un groupe humain de prise progressive sur le milieu extérieur. On retrouve ce leitmotiv. La technique, le risque est qu'elle soit considérée de manière mécaniste comme adaptation au milieu. Deuxième risque, comme le montre un texte de Charles Gide, la fin de la production risque de n'être plus la satisfaction des besoins de l'homme, je cite le texte, mais encore et toujours la production elle-même. Et pour le dire enfin, avec l'avant-dernier texte choisi par Canguilhem, qui est un texte de Paul Valéry, le risque est que le travail ne permette plus de se libérer de la nécessité de la nature et donc du besoin naturel de travailler. Le risque est que le travail ne permette plus de se détacher de ce besoin pour accéder au besoin humain de rêver et de créer. Le risque est que le travail ne serve plus à dépasser le besoin de travailler, mais qu'il y reconduise encore et toujours. Les derniers textes portent vraiment sur la confusion actuelle, dans le monde industriel que connaît Canguilhem, entre consommation et production. Du fait que nous mangions désormais pour travailler, ainsi reconduit à un besoin purement vital, mais bel et bien organisé par notre économie, il me semble qu'encore aujourd'hui, nous sommes de la recherche, là où nous ne sommes pas les plus à plaindre, à l'hôpital, tout autant les témoins que les acteurs.